Bonsoir, docteur Ibiatsa Opiel, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous rejoignent, nous allons donc aborder la troisième partie de notre programme exclusif avec l'historien congolais. Et donc, monsieur Opiel, ma question c'est sur les organisations politiques féodales, les royaumes qui existaient à l'époque, les chaufferies, les clans ou encore les familles qui régnaient sur certains groupes. Comment expliquez-vous cette répartition administrative? En effet, il y a dans l'organisation traditionnelle de nos sociétés trois ou plus qu'il faut nettement distinguer. Il y a les sociétés diffuses, c'est-à-dire celles qui n'ont pratiquement aucune organisation, aucune structuration. C'est le type de société pygmée. Vous, je suis là, le père, sa femme, ses enfants. Donc là, ce sont les familles. Là, ce sont des familles, même pas. Ce sont vraiment... Oui, c'est une famille. Oui, c'est des hameaux, oui, c'est vraiment des embryons de famille. Des cellules. Voilà, les cellules familiales. Indépendantes les unes des autres. Ça, c'est la société diffuse. On en trouve. Là, le cas le plus exemplaire au Congo, c'est celui des peuples autochtones, comme on le dit aujourd'hui. Et il y a un second type, c'est les sociétés claniques, telles qu'on les voit aujourd'hui chez les Congos. D'accord. Où il y a au-dessus d'un certain nombre de kanda. Les kanda, les familles. Les kani, c'est pas les kani. Les kanda, non. Chez les Congos, c'est les kanda. Et les kani, ça veut dire quoi? Ça, c'est autre chose. Autre chose. D'accord, on en discutera. Les kanda, c'est les familles. Il y a un patriarche, le chef du clan, l'homme qui reste le plus proche des ancêtres. Et la société ne va pas au-delà de ça. Elle s'organise en petits groupements, enfin en grands groupements, le clan. Et enfin, le troisième type, c'est la société hiérarchisée. D'accord. La société hiérarchisée, c'est celle qui comprend 2, 3, 4 classes sociales ou 4 groupes sociaux au-dessus desquels il y a un souverain. C'est ce qu'on trouve chez les Téké, c'est ce qu'on trouve chez les Vili. Très bien. Voilà. Et chez les Mbossi, il y a en effet ce que l'on appelle aujourd'hui l'Okani, c'est-à-dire la chefferie, qui n'est pas très loin de la société clanique des Congos en fait. Parce que le chef Mbossi, on l'appelle le Mouené. Le Kani, le Mouené. Et le Kani qui d'ailleurs, chez les Téké, autre chose. Et chez les Téké, c'est quoi alors? C'est l'esclave. D'accord. Chez les Téké, le mot Kani, en réalité, c'est l'esclave. Alors chez les Téké, la société s'organisait comment? Alors chez les Téké, elle est claire, elle est structurée. Tu as au sommet le roi. Le Makoko. Oui. Ah, voilà encore un terme. Voilà encore un terme, le Makoko. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas possible. Mais ça ne veut rien dire, le Makoko. C'est les Blancs qui ont dit que c'est Makoko. Le chef des Téké, c'est Onko. C'est ça le vrai terme. Non, attendez, non. Ok. Nous avons appris depuis que nous sommes tout petits au Congo que le roi des
Bateke, c'est Makoko. C'est comme vous avez appris que le lac entre Kinshasa et Brazzaville, c'est le Stanley Pool. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas Stanley Pool. Il n'a pas découvert ce lac. Ce lac existait avant lui. Naturellement. Ce lac avait un nom. C'est vrai. C'est le lac Mao. Ou bien le lac Mbamou, du nom de l'île que vous avez. Et aujourd'hui, nous préférons le Stanley Pool, le Makoko. Mais tu as tout à fait raison. Si, à l'école, nous n'avons pas pu, nous historiens, n'avons pas pu reformuler toute cette nomenclature, mais comment voulez-vous que les jeunes comprennent? Allez demander à un Congolais d'aimer son pays si vous lui parlez de Makoko qui était fabriqué par de Brazza. C'est ça la véritable question. Nous avons comme ça plein de termes fabriqués par les Blancs que nous avons adoptés et que nous rejetons. Je te dis une chose. Demande à un Bateke de ma génération. Il te dira jamais qu'il va à Brazzaville. Non. Comment ça se fait? Ah non, non, non. Je te dis, il te dit, il va à Mfa. Je te le dis. Je ne sais. D'ailleurs, le Bateke te dira qu'il va à Mfa. Il ne te dira pas qu'il va à Brazzaville. Ça, je vais me le noter. Je te dis. Où vas-tu? Je vais à Mfa. Il ne te dit pas je vais à Brazzaville. Parce qu'il ne connaît pas Brazzaville. La ville qu'il connaît, c'est Mfa, située au bord du Stanley Pool, où depuis, avant le XVe siècle, il rencontrait les Congos, les Vili, les Mboshi, tout le monde qui venait faire du commerce autour du Stanley Pool, où ils avaient créé leur propre monnaie. Il n'y avait pas Brazzaville à cette époque. Naturellement que non, puisque De Brazza n'était pas né. Voilà. Il y avait Mfa. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il nous faut, au-delà de toutes nos sensibilités, nous historiens, je me souviens au salon du livre où on s'était rencontrés, il y avait le professeur Ngoengala, on en a discuté. On dit, mais il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Pourquoi est-ce que nous continuons avec ces termes qui nous ont été imposés par les chroniqueurs européens, et nous continuons. Exactement. Le Makoko, le Stanley Pool, Brazzaville, en fait, il y en a plein comme ça. Oui, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Il faut quand même essayer de dire à nos enfants que ce pays a existé avant ces gens-là. Et que la petite rivière qui coule là s'appelle, voilà de son vrai nom. C'est ça. Alors, si je reviens sur les royaumes, alors, on nous a parlé du royaume Banza-Congo. Banza-Congo, si je le prononce bien. Et ce royaume aurait coexisté avec le royaume Teke et le royaume Luango. Quel est votre regard historique sur ce... Non, Banza-Congo, c'est la capitale du royaume Congo. Mbanza-Congo. Parce que Mbanza, dans le vocabulaire congolais, c'est un peu la version Teke de Mbé. Très bien. C'est un grand village, tout simplement. Mbanza, c'est un grand village. Banza-Congo, la capitale du Congo. Mbé, la capitale du royaume Teke. Alors, est-ce que ce royaume, il a réellement existé? Ou encore, ce sont des chroniqueurs européens qui nous l'ont écrit pour nous faire... Oui, le royaume du Congo. Tel qu'on nous le présente. Mais bien sûr, et tel que... je n'ai pas vu une étude sérieuse sur les origines de ce royaume. Je dis bien
les fondements originels africains de ce royaume. Parce que si l'on regarde bien, mais pourquoi est-ce que le royaume Téké dure jusque-là? C'est le plus ancien royaume. Il est antérieur au royaume Congo. Oui. Il a traversé tous les événements historiques. L'esclavage, la colonisation, la révolution congolaise, etc. Et il est là aujourd'hui. Mais à son pendant, le Luango. Oui, le Luango qui, à mon avis, c'est vrai, parce que, tu sais pourquoi ces deux royaumes sont encore là? Non. C'est parce qu'ils sont à fondement sacré. Sacré, c'est-à-dire que, en termes vulgaires, les gens vont dire mystique, non. Non. Ce sont des royaumes sacrés qui s'appuient sur la réalité africaine. Chez les Téké, c'est le Nkwembali. Le Nkwembali, c'est-à-dire une idéologie, en fait. Non, je dirais même pas l'idéologie, je dirais c'est un rituel. Mais tout à fait, mais tout à fait. Chez les Vili, je ne sais pas exactement, je n'ai pas beaucoup étudié ce royaume, mais pour revenir au Congo, le royaume Congo est un royaume d'essence militaire. Parce qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre sa brutale disparition comme ça de la scène politique africaine précoloniale. Très bien. On ne peut pas l'expliquer. Et qui a régné dans ce royaume? C'est tous les... depuis Nzingankuyu, je crois. Bon, tous ces noms, et puis c'est devenu les noms chrétiens. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le péché qui a été commis? Je suis un royaume africain. J'apostasie, c'est-à-dire je refuse mes ancêtres. Les rites, qui sont les fondements. C'est ce qu'on a dit lors de la deuxième partie, qui sont les fondements même de l'essence, de l'existence de nos peuples. Je refuse ça. Je deviens chrétien et je meurs. C'est ça le final. C'est pour ça que je me pose la question, si ce royaume n'a pas été... Parce qu'il y a une lecture, quand on lit les chroniques européennes, quand on décrit la population de Mbanza Congo, mais tu te poses la question si ces gens-là sont congolais. Ils sont plus civilisés que tous les autres, ils s'habillent de soie. Non, c'était... Congolais, ça. Non, bien sûr. Non. Parce que tous les Congolais, on le sait. Le seul tissu que les Congolais ont porté et adopté, c'est le raffia. C'est le raffia. Tout à fait. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est le raffia. Or là, on te parle de la soie. Je te pose la question. Qui avait tissé cette soie? C'est les Portugais qui l'ont amené, qui ont créé le royaume. Alors moi, je maintiens, il faudrait qu'on ait un débat réel, parce que finalement, il est même né où ce royaume-là? Parce qu'on te dit que lui, il a une province qu'on appelle la province du Sondi. Oui. La province du Sondi qui est l'actuelle, approximativement, l'actuelle Poule. D'accord. Mais qui est qui est un pays totalement... Téké, tout à fait, à 100%. Encore aujourd'hui. Mais tu sais ce que ça veut dire, Kinkala? Non. C'est la perdrix, en Téké. Ça, je ne savais pas du tout. Mais c'est la perdrix en Téké. Et il y a autant de noms comme ça... Dans le pôle. Sur ce territoire, qui est un territoire Téké. Tu comprends qui était territoire? Je comprends très bien. C'est la raison pour laquelle je posais la question. Comment ces trois royaumes ont coexisté? Puisque j'ai un royaume Téké, j'ai un royaume Luango, et que de Mbé, je pars chercher de l'eau à 400 km pour investir le roi Téké,
et de l'autre côté, j'ai un royaume dit de Baza-Congo. Comment il a pu, lui, prendre racine, vivre en plein territoire Téké? Et de l'autre côté... il a un autre royaume qui est structuré, qui est Luango. Et oui, et ce qui est très intéressant dans ta question, c'est que finalement, les peuples du Congo sont restés des peuples pacifiques. C'est vrai. On n'a pas signalé un seul instant de guerre entre ces peuples-là. Or, les premières guerres apparaissent avec la traite des nègres. C'est-à-dire que... En quelle année approximativement? Au début du XVIe siècle. Au début du XVIe siècle, lorsque les Portugais arrivent et que la traite prend place, lorsque les chefs de l'intérieur ont fini de vendre tous les asservis dont je t'ai parlé, il fallait trouver des esclaves. Oui. Il n'y en avait plus. Il fallait organiser des guerres, des razzias, dont les peuples partaient de la côte pour venir chercher les esclaves à l'intérieur. Voilà les premières guerres esclavagistes. Et là, on lit plus tard, je ne sais pas par quel miracle, que le royaume du Congo était devenu puissant et voulait prendre sous sa titulature le royaume Téké. Les premières guerres apparaissent sous les Portugais. C'est des peuples qui sont restés pacifiques depuis très longtemps et qui ont vécu de très bonnes ententes autour du Stanley Pool, un véritable nœud infrastructurel où les peuples de la côte, les Congos, les Vili, apportaient la denrée rare, le coquillage, le kori, le nzimbu, la denrée rare dont avaient besoin les peuples de l'intérieur qui sont les Téké et les Ngala. Voilà, en gros, ça dit que c'est faire émerger une histoire vraie qui va nous permettre finalement de connaître et d'aimer le Congo. Merci Opienne, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation exclusive. C'est plutôt moi. J'espère qu'on aura l'opportunité de discuter de ces très très longs sujets encore une fois. Merci bien Fabrice. À bientôt. À bientôt Fabrice, merci.